5e épisode avec mon invitée Rebecca Bergeron, acupunctrice et accompagnante à la naissance. C'est long de dire ton titre, sérieux. C'est vraiment long. Mais cet épisode-ci, super intéressant. On va partager c'est quoi un consentement éclairé. On va te parler d'échographie, les pour et les contre de les faire pendant la grossesse. On va parler de l'épidurale. On va lui redonner un petit peu d'amour, mais aussi t'éveiller sur les risques qu'on ne nous partage pas souvent. Et on va partager le stripping aussi. Une petite vision pour te questionner sur est-ce que je le veux vraiment ou pas. Donc, voici le sujet de cet épisode et j'ai vraiment hâte de voir ton vécu. Donc, n'hésite pas à le partager. C'est tellement parlant quand on voit de vos histoires et merci de le faire aussi. Donc, je te souhaite une belle écoute. C'est comme ça qu'on s'est connus, Rebecca. On s'est connus... Enceinte. Enceinte. Je t'avais invitée parce que je trouvais que ça faisait plein de sens que tu partageais sur les réseaux sociaux. Je t'avais invitée dans ma communauté pour former ma communauté sur le consentement éclairé entourant le choix des interventions durant la naissance, la grossesse et l'accouchement. Donc, j'avais envie qu'on y revienne de façon plus officielle, oui, avec de la belle image et du bon son. Puis en même temps, maintenant que ça va se retrouver dans le podcast, bien, ça va être éternel. On ne le perdra plus, ce sujet-là. Oui. Fait que j'avais envie qu'on parle de consentement éclairé aujourd'hui. Ça te tente-tu? Oui. Moi, de toute façon, je peux parler d'accouchement pendant des jours. C'est ça. Ça me fait tout le temps plaisir. Ça te fait tout le temps plaisir. Ouais. Puis ce que je trouve le fun avec toi, c'est que tu as vraiment une bonne mémoire aussi au niveau statistique. Oui. Puis là, je t'imposerai pas parce que c'est pas prévu. On a tellement été concise et rapide dans notre tournage qu'on s'est ramassé avec trop de temps. C'est jamais arrivé depuis 30 tournages. C'est jamais arrivé avec une invitée, c'est ça qu'on a du temps de trop. Fait que c'était le sujet le plus intéressant, je trouvais qu'on pouvait aborder ensemble parce que ça nous touche beaucoup. On est en colère ensemble, on est militantes ensemble, ouais. Puis on a aussi notre raisonnement scientifique derrière. Fait que je trouve ça super pertinent là, qu'on se lance là-dessus. Puis peut-être pour commencer, tu pourrais nous dire, à tes yeux, à toi, la définition d'un consentement éclairé. Ah, mon Dieu, je pense que c'est quand on respecte tu sais, respecter l'intelligence de la personne, comme lui faire confiance qu'elle se connaît, elle connaît ses valeurs, elle connaît son corps, elle connaît sa famille, son bébé, comme ses buts. Elle connaît des choses qu'on ne connaît pas d'elle. Qu'on ne connaît pas d'elle, puis de faire confiance, d'honorer son intelligence, Colin, puis son autonomie, puis après ça, de lui donner tous les outils pour qu'elle puisse choisir qu'est-ce qui lui correspond le plus avec les informations qu'elle a, puis son intelligence à elle. Puis moi, de comprendre un peu c'est quoi un consentement éclairé, puis d'avoir vécu ce qu'était un non-consentement éclairé personnellement aussi et professionnellement, j'ai beaucoup changé ma façon de parler. C'est sûr que je suis vraiment pas bonne. Moi, quand je parle, souvent, je réfléchis après, mais je dis plus maintenant que je prends en charge quelqu'un. Je ne vais plus dire « je prends en charge quelqu'un » parce qu'en fait, ce que je réalise comme professionnelle de la santé puis la posture que moi, j'ai choisi de prendre, c'est que je vais guider avec mes connaissances, en fait, transmettre des connaissances, puis la personne, bien, je vais la laisser ensuite elle-même prendre en charge sa décision avec tout ce que j'ai pu lui transmettre puis qu'elle est venue chercher en information à mes côtés. Fait que, puis je dis plus des patientes non plus. Je sais pas si toi, tu emploies ce mot-là. Bien, je sais qu'avec les sages-femmes, ils ont fait le chemin d'utiliser des clientes. Mais moi, j'utilise clientes à la place de patientes. Nous, en ACU, cette sensibilisation-là, c'est pour vrai jamais rendu à nous ou encore. J'alterne entre les deux. Comme on utilisait beaucoup patient puis patiente, et je l'utilise spontanément beaucoup. Puis là, de temps en temps, il y a comme client-cliente qui sort de nulle part, mais je travaille beaucoup avec des sages-femmes aussi. Je trouve que leur réflexion d'utiliser cliente est vraiment intéressante. Mm-hmm. Mais je suis comme dans un entre-deux de je me cherche encore quel langage je vais utiliser. Ben, en tout cas, je trouvais que le consentement éclairé, moi, comme professionnelle de la santé, ça m'avait amené ça. Puis aussi, ça m'avait amené un peu plus de gris. Parce que moi, j'ai tout le temps été très noire avec des croyances très fortes, noir ou blanc, des croyances très fortes. Puis, tu sais, d'imposer mon vécu ou d'influencer avec ce que moi je dis, ben c'est une charge que je veux pas non plus porter. Mm-hmm. Fait que je trouve ça intéressant aussi de laisser place à la personne, de nous surprendre, c'est amusant, mais j'ai envie qu'on partage là, sur les différents choix qu'on pourrait se retrouver à faire pendant une naissance, entre autres, parce que pendant la grossesse, il y en a aussi, on part de sa grossesse, on ne l'avait pas fait ensemble.
On n'en avait pas parlé, mais il y a plein des choix tout le temps. Il y a des choix tout le temps, mais là, on va se concentrer. Ils sont plus marqués quand on est enceinte puis quand on accouche, parce que les choix, ils peuvent avoir des conséquences, positives ou négatives, là, mais c'est plus marqué de comme, OK, si je choisis ça versus ça, ça se peut que la finalité soit très différente. Versus, comme dans nos petits choix quotidiens, tous les jours, ce serait bien qu'on ait tout le temps un choix libre et éclairé aussi, mais est-ce que je choisis la bonne sorte de lait? Au pire, si tu prends pas la bonne, puis on t'a pas donné toutes les informations pour choisir la bonne, pour vrai, ça t'impacte quoi dans ta vie? Peut-être, somme toute, pas grand-chose. Tandis qu'un choix dans un accouchement, ça peut faire une grosse différence pour le restant de tes jours. Oui, puis il y a beaucoup d'à côté, puis je vais juste faire un exemple par exemple, à la pilule contraceptive. Il y a une médecin qui partageait que les adolescentes, plusieurs adolescentes, je me rappelle plus des pourcentages, fait que je ne veux pas me lancer, mais c'était quand même assez important, développaient des dépressions avec certaines molécules, puis qu'il fallait être alerte à ça. Puis moi, je l'avais repartagé en story, puis une médecin était revenue m'écrire après, puis elle a dit, c'est ça, j'ai dit, hey, ça va pas être facile là, de choisir quand mes filles vont être rendues à choisir un moyen de contraception, je trouve. Puis elle a dit, c'est justement le problème avec ce genre de publication-là, parce que ça met des doutes, mais d'un autre côté, moi, ce que je trouve, c'est de savoir tous les revers de la médaille de chaque intervention. Quand je prends une décision, je vais être alerte. Par exemple, avec la pilule, si je choisis avec ma fille que c'est ça le bon moyen de contraception pour elle, puis que je vois qu'elle commence des tendances dépressives, je vais tout de suite allumer. Mais c'est rare, les gens qui vont se dire, c'est la pilule qui me donne une dépression, puis c'est grave de ne pas le savoir. Fait que moi, au contraire, de donner l'information complète, que tu prends une décision en sachant même le négatif qui peut ressortir d'une intervention, tu es pleinement dedans, tu es juste plus alerte après, tu es plus protégé, puis au moins tu as moins l'impression de subir qu'on t'a caché des affaires ou qu'il s'est passé des choses à ton insu qui t'ont affecté puis que tu n'as pas su mettre les mots dessus. Fait que pour moi, de savoir un peu tous les revers d'une intervention, ça redonne du pouvoir et ça redonne aussi de la confiance. Fait que c'est pas vrai qu'en sachant, par exemple, avec l'épidurale, le négatif qui peut ressortir d'une épidurale, qu'on va s'empêcher de la prendre. Ouais. Par contre, ça va peut-être décider du moment qu'on va la prendre ou peut-être ça va nous faire décider que finalement, on la prendra pas parce que dans notre échelle de valeur, il y a des choses qui sont venues être chamboulées en sachant. Ouais, je trouve qu'en cachant des informations volontairement à quelqu'un, parce que on sait que ça va changer sa décision peut-être, c'est comme un peu du paternalisme. Là, je sais plus que toi. Oui, puis je veux pas que tu prennes une décision opposée à celle que moi, je crois. Fait que ça, c'est la violence. C'est ça. Donc, je vais te cacher des informations. Je vais la présenter d'une façon que ton choix va être évident. Il va pas être forcé, mais dans le fond, est-ce que c'est vraiment ton choix quand on t'a pas donné toutes les informations? À remettre en question. À remettre en question. Fait que c'est une forme de contrôle, finalement. Toujours lié au fait qu'on ne croit pas la femme en mesure de choisir le mieux pour elle-même. Ouais. Fait que c'est des croyances culturelles qu'il faut qu'on se confronte puis qu'on ait le courage de réfléchir comme professionnel de la santé là, puis qu'on revisite. Ouais. Puis j'aurais aimé ça, si tu veux, j'aurais aimé ça parler d'échographie quand même parce que moi, c'est quelque chose que j'ai refusé puis ça fait pas l'unanimité. J'ai eu beaucoup de commentaires, fait que j'aurais aimé ça peut-être faire un épisode, là, tu sais, pas longtemps, parler d'échographie. L'épidurale, je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler. Oui. Le stripping, il est très banalisé. Peut-être que ça pourrait valoir la peine. On peut parler de tout. Tout ce que je veux. Pas des heures. Si on a le temps, on parlera de pitocin, peut-être. Oui. On part-tu sur ceux-là? Mm-hmm. OK. L'échographie. Toi, t'as-tu quelque chose à dire là-dessus ou je fais juste me lancer dans mon histoire puis on finit ça vite? Lance-toi dans ton histoire. Moi, j'ai refusé toute échographie à mon 4e bébé. Et là, je l'entends jusqu'ici, la panique, parce qu'à chaque fois que j'annonce ça à quelqu'un, en dedans de lui, je vois là, la petite souris se mettre à courir pour sa vie dans le petit seau de lait là, pour essayer de le transformer en beurre, parce que, mon Dieu, le danger absolu. Et là, je vais vous expliquer pourquoi moi, j'ai pris cette décision-là. Pas dans un but de vous influencer à faire le même choix que moi, parce que mon choix est le bon, mais dans un but de savoir que tu as le choix. C'est fou comme ça, tu as le choix. Moi, c'était sûr, puis là, peut-être que c'est tout à fait naïf de ma part parce que je ne l'ai pas vécu et je ne le connais pas, de vivre avec un enfant qui a des conditions complexes à gérer. Tu sais, j'ai un enfant qui a des maladies, mais complexes à gérer que tu l'as vu pendant la grossesse, puis
me faire poser la question, est-ce que tu veux terminer ta grossesse ou la continuer? Moi, c'était une question que je ne pouvais pas me poser. OK. Je préférais subir, là, finalement, d'avoir un enfant que d'avoir à choisir. Je dis subir d'avoir un enfant, c'est épouvantable parce que, comme par exemple, moi, ma fille qui a été un petit bébé malade, quand on me dit ton prochain, je te le souhaite en santé, je me disais, ça fait aucun sens. Ma fille, même si elle est malade, je l'échangerais pour rien au monde. Tu sais, pour moi, de souhaiter la santé, ça fait pas de sens. Mais je préférais ne pas avoir à me questionner. Dans mon anxiété à moi, c'était trop difficile. Puis d'un autre côté, fait que moi, à l'échographie, on m'aurait dit, il manque ci, il manque ça, il y a ci, on a des doutes de ci, de ça. J'aurais pas pu me questionner sur moi, le pouvoir que j'ai là-dessus. Fait que j'aurais pas pu. Puis aussi, on a beaucoup utilisé les échographies pour me dire, ben, tu sais, mes bébés étaient trop gros. Puis ça m'a amené beaucoup de peur, beaucoup de doutes et ça m'a énormément frustrée parce que plus ça allait, plus mon anxiété prenait toute la place. J'ai un trouble anxieux. Donc, tu sais, de mon côté, pour contrôler mon anxiété, je dois me sentir en contrôle et confortable puis de me faire dire que je réussirais pas avec de grandes chances, puis que j'étais à risque, puis ça m'amenait tellement d'anxiété que ça m'empêchait de bien le vivre. Puis finalement, de mon côté, il n'est jamais rien arrivé. Tu sais, je dis pas quelqu'un qui est arrivé de quoi, puis qui se dit, si j'ai besoin de la savoir, tu sais, on s'entend, il y en a qui ont besoin de cette espèce de prédiction-là pour calmer leur anxiété. Moi, au contraire, ça m'en rajoutait. Fait que là, c'est très personnel. C'est de la façon que mon cerveau est fait puis comment je gère les situations. Pour moi, ça a été la meilleure solution de ne pas savoir mon bébé, il a de l'air de quoi, comment qu'il va, que j'ai pas à prendre de décision puis que non plus, on ne me met pas de doute sur ma capacité à le mettre au monde. C'était mon vécu à moi. C'est ça. Bien, pour toi puis ton histoire, mais comme c'est honorer ton intelligence, c'est toi qui te connais toi-même à travers comme beaucoup d'apprentissage sur toute ta vie, tu es face à une décision, tu t'es dit, bien, celle-là, avec les informations que j'ai maintenant et la personne que je suis maintenant, c'est le meilleur choix pour moi. Exactement. Puis j'étais prête à vivre, tu sais, justement, je pense qu'en ayant une petite fille malade, puis je sais, je peux pas dire que je connais c'est quoi toutes les maladies, puis je peux pas comparer avec des choses peut-être plus graves que ce que nous, on a vécu, mais on les aime, ces enfants-là, tu sais. Oui, c'est ça. C'est une question importante à se poser. Oui. Puis des fois, on a-tu l'espace pour ça? Bien, oui, puis de se dire, OK, il y a un test ici qui veut vérifier quelque chose. Est-ce que l'information que ça va me donner va changer quelque chose pour moi? Oui, exact. Si la réponse est peu importe l'information qui va ressortir de ce test-là, ça ne changera pas ma décision que j'ai déjà prise, bien là, ça peut être sain de se dire, est-ce que j'ai besoin de ce test-là? Exactement. Moi, si je repars comme sur une anecdote aussi, ça part tout le temps de nous, puis je trouve ça plus plaisant quand c'est personnel. Pour la naissance de ma fille, je tentais un AVAC, puis finalement, on a transféré de la maison de naissance à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, j'étais un peu comme une patate chaude, là. Ils ont été super gentils, là, comme rien à dire sur le personnel. Mais la gynéco qui était de garde, elle m'a dit, j'aimerais ça passer un écho pour savoir ton bébé, il est quel percentile. Puis j'ai dit, écoute, bien honnêtement, même si tu m'annonces qu'il est le 99e percentile puis que c'est le plus gros bébé que la Terre a jamais mis au monde, je l'essaye quand même. Ça me sert à rien. Que tu me dises qu'il est gros ou petit, ça ne changera pas ma décision de tenter l'AVAC. Mais si, dans mon cas, à ce moment-là, elle m'aurait proposé cette information-là, puis c'était très correct qu'elle me le propose, puis je me serais dit, « Hey, crime, je suis déjà tannée, je suis déjà fatiguée, je le sens dans mon corps que c'est peut-être pas pour moi. Si c'est vraiment un gros bébé, je ne suis pas prête à ce challenge-là maintenant, puis ça pourrait m'amener à décider d'une césarienne, finalement. » Puis ce serait correct. Mais dans mon cas, j'étais comme, pourquoi j'irais faire un écho? Je m'en fous du chiffre que tu vas me donner. Ça va rien je vais l'essayer quand même. J'ai dit, je pense pas que c'est pertinent qu'on le fasse parce que l'information que tu vas me donner ne va rien changer. Exactement. Puis ça, je pense qu'on se pose pas beaucoup la question avec les échographies. Puis je sais qu'en France, je pense même à ce qu'on entend, c'est comme si c'était obligatoire, mais ça me surprendrait parce que habituellement, une intervention ne l'est jamais, là. Il n'y a aucune obligation. Mais qu'est-ce que le test va m'apporter? Est-ce qu'il m'apporte des certitudes de quelque chose, des probabilités de quelque chose, puis d'avoir des probabilités de quelque chose, puis finalement, il n'y a rien. Ça, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé avec mon tempérament anxieux, de toujours préparer toutes les éventualités. J'ai beaucoup travaillé à, finalement, tu sais, vivre un stress
quand il est nécessaire au lieu de l'appréhender. Fait qu'avec le cheminement que j'ai eu à faire, moi, pour fonctionner dans la vie, ça fonctionnait pas de me donner des probabilités, de possibilités. Ça m'enlevait finalement des moments naïfs et beaux qui auraient pu le rester parce qu'au bout du compte, il s'est rien passé. Puis je me dis, anyway, si, mettons, ça va, il y a de quoi qui cloche, bien, on fera avec rendu là, puis je commencerai à stresser au moment qu'on doit l'être, tu sais. Pourquoi préparer le stress? Fait que ça, c'est encore une fois, c'est dans mon vécu anxieux que j'ai eu à travailler là-dessus, puis les échographies, bien, ça m'amenait cette espèce de hamster éternel qui bouge, qui me met des doutes et tout ça. Fait que de mon côté, ça a toujours bien fini, tu sais, je veux dire. Puis il y a beaucoup de diagnostics aussi que l'échographie ne dira pas, puis que ton bébé va naître, puis tu vas vivre avec de toute façon. Fait que moi, de me faire prédire un bébé parfait, ça permet pas de dire qu'il va l'être réellement. Et vice-versa. Et vice-versa. Puis de toute façon, tu sais, on met ça au monde un bébé pour qu'il soit parfait aussi. Je veux dire, la vie, laissons-nous surprendre, là, tu sais. Fait que échographie, moi, c'était ce que j'avais envie de partager parce qu'on se questionne pas sur le bienfait. J'imagine que je connais déjà la réponse. Est-ce que c'est un professionnel qui t'a laissé cette option-là de la prendre ou de ne pas la prendre? Non. Ou c'est toi-même, par tes recherches personnelles, qui a décidé que... En fait, là, j'aurais jamais dû les prendre. On m'a jamais dit... Mais je pense pas, c'est ça. Veux-tu les Je prendre? pense que jamais personne s'est fait proposer l'alternative de ne pas les... s'est fait poser la question, veux-tu des échographies? Puis je pense que c'est pour ça que j'ai envie d'en parler aujourd'hui, parce que c'est le fun de s'asseoir avec soi-même honnêtement. Tu sais, c'est bien le fun de le savoir si c'est une fille ou un petit gars. Puis by the way, de pas le savoir quand tu mets au monde, là, c'est malade, OK? Le trip. En tout cas, je sais pas si toi, tu l'as vécu. Non, moi, j'avais besoin de savoir plus vite parce que je m'attache pas beaucoup à mes bébés quand je suis enceinte. Puis je vivais difficilement. Moi, j'aime facilement. Là, c'est une des forces de mon caractère. Là, aimer me vient très facilement. Fait que de pas aimer mes bébés quand j'y porte, je trouvais ça comme... je trouvais ça difficile. Puis à la seconde où j'ai été capable de mettre un sexe, il devenait plus concret comme personne. Je pouvais y trouver un nom, puis mon lien d'attachement était plus facile. Fait que j'avais besoin de le savoir le plus. Et à 20 semaines, ça me compte. Tu sais, c'était pas à ce point-là besoin que je l'ai faite plus vite, mais quand une bébite abstraite, qui c'est un gars, c'est une fille, puis après ça, il peut choisir l'identité de genre qu'il veut plus tard, mais au moins, comme me concrétiser l'image de mon bébé, ça m'aidait à l'aimer plus vite puis à me connecter à ma grossesse. Fait que de pas savoir avant d'accoucher, ça aurait pas fité avec moi pantoute. Je trouve ça beau. C'est la première fois qu'on me raconte quelque chose comme ça. Je trouve ça vraiment beau. Puis moi, de mon côté, l'expérience que j'ai vécue, j'ai jamais voulu savoir le sexe de mes enfants, sauf ma première, parce que j'avais un besoin de contrôle. Puis ça me permettait de contrôler les choses qui étaient contrôlables, comme par exemple le linge, la chambre. Tu sais, pour moi, c'était tellement important l'aspect préparation matérielle qu'après mon premier, mes bébés n'ont jamais eu de chambre parce qu'ils dorment avec moi pendant 4 ans, tu sais. Fait que ça fait aucun sens de préparer une chambre. Ils iront jamais dedans. Puis moi, quand ils tombent dans leur chambre, ils sont rendus à l'âge qu'ils savent qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie, tu sais. Fait que là, mon gars, c'est rouge et Pokémon, tu sais, parce que c'est ça qu'ils aiment. Fait que bref, rouge et Pokémon, c'est vraiment intense. Mais c'est rouge et Pokémon. Fait que moi, ça faisait... Puis moi, ce que j'ai vécu, en sachant pas le sexe de mes bébés, mon bébé est né. Puis j'ai vraiment eu comme un coup de foudre. Juste à Jix, j'ai vécu ça, mon 3e. J'ai eu un coup de foudre en le voyant parce qu'il était beau, là. C'est que je le trouvais beau. J'étais en amour avec sa petite face d'ange. Je l'aimais. Puis après une couple de minutes, j'avais déjà fait une tétée, là, tu sais, comme tête chilleuse, puis tout ça. Puis ma sage-femme me dit, t'as même pas checké entre ses jambes, man. Je fais, Colin, j'ai pas checké. Puis là, j'ai vu que c'était un petit paquet de couilles. Et je me suis mis à 2. Deuxième. Puis ça aurait été une fille, je l'aurais eu aussi parce que mes filles, oh my God. Mais j'ai reçu un deuxième coup de fouet de cette scène foudroyante. Mais à mon 4e, ça n'a pas fait ça. Je ne savais pas si c'était une fille ou un gars. J'ai tellement trouvé pénible à pousser. Il était en postérieur. J'ai vraiment eu de la misère. Puis quand il est né, j'avais pitié de lui. C'est l'émotion qui est ressortie. J'étais vraiment malheureuse d'avoir ressenti ça. J'avais pitié de lui. Hey, quelle aventure horrible nous venons de vivre. Quelle poussée laborieuse. Puis là, j'ai vu que c'était un petit gars, puis ça l'a pas fait ça, tu sais, parce que ça a été un accouchement plus difficile. C'est poche, hein? Mais bref, je voulais le dire pour le niveau du sexe, là. Mais ce que je vous invite à faire, c'est de vous asseoir avec vous-même, voir pourquoi vous voulez faire cette écho-là, parce qu'il y a des maladies, comme au niveau du cœur, que tu peux voir la malformation, puis qu'il y a une intervention rapide, puis ça sauve vraiment des bébés. Tu sais, il y a des choses quand même, il faut que tu te questionnes. Qu'est-ce qui vont être observés? Qu'est-ce qui est vraiment
une fatalité en tant que telle? C'est quoi les options? Tu sais, il faut se questionner. Moi, j'étais prête à vivre avec cette fatalité-là, imagine-toi donc, pour me protéger de l'anxiété que m'amenaient les échos. Oui. Puis c'est correct, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix ou de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a la tienne, puis elle qui est bonne pour toi. Fait que de se remettre en question, c'est tout le temps sain. Puis de remettre en question tout ce qui nous est proposé aussi, là, d'être curieux. Pourquoi qu'on fait ça? Qu'est-ce que ça apporte comme résultat? Puis ce que ça apporte, ça va m'apporter à moi. Ouais. Qu'est-ce que je suis à l'aise? Qu'est-ce qui me va? Parce que c'est tes couleurs à toi, finalement. C'est ta grossesse, ton accouchement. Mais tu sais, comme en termes... Si on jase d'écho, puis moi, je me ramène dans ma pratique, l'écho de 32 semaines, je l'aime beaucoup. OK? Bah, j'aimerais ça qu'ils pèsent pas les bébés, par contre, là, mais ça, c'est un autre aparté. Parce que moi, ça, j'allais dire, parce que vraiment, je la trouve vraiment impertinente pour ça, parce que ça l'amène tellement de doutes. Là, parce qu'on détecte des bébés en siège à un moment où est-ce qu'on peut encore faire quelque chose. Puis il y a des femmes qui se font dire que leur bébé est en siège à genre 36-37 semaines, puis là, elles veulent être proactives et faire plein de choses pour les tourner, mais il est comme un peu... Il est pas trop tard, mais comme presque. Les pourcentages de chances des interventions qu'elles vont faire diminuent plus les semaines passent. Fait qu'à 32 semaines de savoir qu'il est en siège, je suis pas inquiète pour mes clientes. Je leur dis, si tu as un écho de 32 semaines, là, tu m'appelles après, puis je leur dis, c'est toujours s'ils veulent, là, j'impose rien à personne. Hein. Mais si ton bébé est en siège puis tu veux qu'on intervienne pour ça, je peux t'aider, puis viens me voir tout de suite après. Bien, tu peux demander à ton écho de 32 qu'on ne mesure pas. Oui, mais ça pourrait être ça. Mais tu sais, en termes d'écho, moi, celle-là qui est prise à ce timing-là pour les juste pour tête ou fesses. Pour diagnostiquer trouver des bébés en siège rapidement parce que la palpation externe, c'est pas parfait. Puis 32, des fois, c'est encore. Il y a des médecins, puis pendant plusieurs rendez-vous, qui est comme, ça se peut qu'ils se trompent, crème, on est humain, puis ça se peut à tous tes rendez-vous, on te dit, oh non, il est encéphalique, il a la tête en bas, il a la tête en bas, il a la tête en bas, mais tout ce temps-là, il est en siège. Puis tu aurais pu faire quelque chose, mais vu que tu le savais pas, on t'a comme ôté cette possibilité-là. Puis là, tu peux rester peut-être avec un amertume toute ta vie de crime. Y aurait-tu tourné si j'avais fait quelque chose? Pourquoi personne ne m'a rien dit? Pourquoi on l'a pas su plus vite? Fait que là, cette confirmation-là par écho à 32 semaines, moi, je l'aime. Tu l'aimes? Oui. Puis tu vois, les Européennes, ils ont toujours 3 échos, eux autres. Fait que c'est le bien mais moi, je trouve que, tu sais, une petite écho de poche, vite, là, juste comme... Allô, bébé, t'es où? OK, cool. Moi, c'est cet écho-là que j'aimerais. Mais elle n'existe pas. Le reste qui n'a pas rapport. Mais peut-être qu'il y a rapport pour quelqu'un d'autre aussi. Oui, c'est ça, effectivement. Mon expérience, toutes les autres échos, pour vrai, j'ai pas vraiment d'opinion professionnelle, à part elle de 32, qu'on peut trouver des sièges rapidement. Non, parce que c'est ça. Là, moi, c'est mon expérience personnelle. Oui, c'est très correct. Mais je trouve pertinent de la partager parce que ça veut pas dire que les femmes le savent, qui peuvent se questionner. Sur tout. Il y en a qui tombent à terre quand ils apprennent qu'ils ont des options. Puis je suis comme, crème, comment ça se fait que personne ne te l'a dit? Puis ils sont fâchés, puis ils ont raison d'être fâchés. Oui, parce que c'est pas fait pour tout le monde. Des fois, des trucs sont proposés comme, c'est une évidence, c'est ça, puis t'as pas d'autres options. Puis dans le fond, t'en avais d'autres. C'est juste qu'on t'en a jamais parlé. C'est fâchant. C'était les options qui étaient confortables pour la personne devant toi, tu sais. C'était pas ou les c'était options le protocole, puis la machine à roule tout seul, là, aussi. Là. Aussi, les protocoles. Okay. Mais là, écho terminé. Oui. Je veux qu'on parle d'épidurale, parce que c'est toujours un sujet chaud. Puis, tu sais, on la voit, l'épidurale, autant comme l'invention, là, un don du ciel, là, tu sais, comme la solution à tellement de problèmes. Mm-hmm. Puis, d'un autre côté, on voit aussi le revers où est-ce qu'elle est vraiment bâchée là, par plein de monde aussi. Oui. Fait que j'aurais aimé ça, justement, qu'on amène peut-être un peu de gris dans tout ça pour qu'on laisse la personne qui nous écoute choisir ce qu'il y a de mieux pour elle au bout du compte. Ça te tente-tu qu'on parte là-dessus? Oui. J'ai plein d'affaires à dire, ça peut être Modérons, mais sachons. Oui, modère-nous ça, puis sache-nous ça. Puis des fois, c'est qu'un discours, il penche beaucoup d'un bord, puis après ça, il penche beaucoup de l'autre bord, puis ça devient super polarisant puis culpabilisant, puis ça devrait pas avoir lieu, là, quant à moi. Là. Le plus on a d'outils, le plus on a d'options, le mieux c'est, mais crime, qu'on s'est fait expliquer comme il faut, puis que le choix vienne de nous, puis ne soit pas comme... poussé, moi, ça a déjà arrivé. Ma fille, il fallait qu'on voulait l'opérer pour quelque chose, en tout cas, replacer son urètre, là, puis... j'ai demandé au chirurgien, OK, je veux savoir les risques de cette intervention-là parce que je comprenais les bénéfices qu'on m'avait très bien expliqués. Puis j'ai voulu savoir les risques. Puis la réaction, ça a été, ça va être rapide, il n'y en aura pas de problème. Mais je suis comme, c'est parce que tu veux replacer l'urètre à ma fille, là. Ouais. Ça peut faire des cicatricielles, elle peut faire des sténoses, elle peut se ramasser avec des douleurs. Peut-être qu'elle va avoir des douleurs orales à ça. Tu sais, comme moi, j'étais... Dis-moi aller. Mm-hmm. Peut-être que c'est 0,4 % de chance de si.
Peut-être que c'est 0,0001% de chance de si, mais moi, je veux le savoir, puis je veux choisir si je suis prête. Pour les bénéfices, est-ce que les bénéfices sont si importants que ça comparativement à ces risques-là? C'est à moi de le décider. Puis à cause de ça, elle n'a pas été opérée. OK. Puis finalement, tant mieux, parce qu'en vieillissant, ça s'est replacé. Oui. Mais j'aurais aimé ça, c'est ça être respectée, puis qu'on ait assez confiance en mon intelligence pour me dire la vérité. Moi, en me faisant prendre pour une conne, je l'ai pas fait, l'intervention. Parce que c'est pas vrai que quelqu'un qui me prend pour une conne va opérer mon enfant. Tu dis. Ouais. Message as-tu passé? Je trouve ça. Je pense que je l'ai bien dit. Vas-y, je te laisse partir sur l'épidurale. Ouais. Ah, mais c'est où je m'en allais avec ça? Ben, c'est ça, quand... polarisant, tout ça. Ouais, mais c'est un bel outil, l'épidurale. Je trouve que personne ne devrait être culpabilisé de la prendre ou de ne pas la prendre. Puis je trouve ça... quelqu'un qui la veut puis qu'on lui refuse ou quelqu'un qui la veut pas puis qu'on lui pousse dans la gorge, c'est aussi triste. Comme que cela soit dit, là. D'un côté comme de l'autre, c'est pas plus correct, là. Puis j'en ai vu des discours entendus de comme... avec des patientes que j'accompagnais, puis comme une infirmière qui rentre dans la pièce puis qui dit, ben tu sais, ma belle, là, ça va bien en ce moment, là, tous tes petits trucs, là, les points de pression, puis la musique, mais tantôt, tu vas brailler de douleur, là, comme ça s'en vient, puis tu seras plus capable. Fait que, tu sais, tu peux la prendre tout de suite, l'épidurale, avant que tu sois rendu là, genre. Comme, pouvez-vous laisser une chance de vivre qu'est-ce qu'elle a à vivre, puis de voir si elle va se rendre à brailler de douleur. Peut-être que ça va arriver, peut-être pas, comme, je sais-tu, moi. Comme accompagnante, là, t'as deux options, hein. Soit que tu accompagnes la personne dans sa puissance, ou soit, même si tu as les meilleures intentions du monde, au contraire, tu viens nuire à toute sa confiance. Ah, mais... je trouve ça horrible, là. Ce que tu viens de oui, dire, mais là, moi, j'étais horrifiée quand elle a dit ça. Elle a dit, tu sais, moi aussi, je voulais pas la prendre, mais tu sais, dans pas long, tu vas pleurer de douleur, puis ça va être horrible. Fait que prends-la ton tout de suite. Je suis comme, est-ce que tu lis le futur? Moi, ce que j'avais aimé quand j'ai eu l'épidurale, là, je t'ai coupé, vas-y, fini. Mais dis-lui, tu sais, ce qui aurait été plus simple, c'est comme, hey, tu sais, je vois que tu gères bien en ce moment, c'est vraiment cool. Si à un moment donné, tu gères plus puis que tu as besoin d'un outil de plus, demande-nous l'épidurale puis elle va être accessible. C'est tout. Bye-bye. C'est fini. Moi, quand on m'a proposé l'épidurale, à ma deuxième, j'étais provoquée à l'hôpital Pitocin, la totale, puis je tolérais vraiment pas le Pitocin. Puis même si je leur dis arrêtez de le monter, ils continuaient de le monter. Ça, maintenant, ça l'a changé. Tu sais, 10 ans plus tard, là, maintenant, tu peux demander de revenir en arrière. J'ai même une cliente qui a été provoquée au Pitocin, puis je sais pas, tu sais, qu'est-ce qui est possible, puis qu'est-ce qui est réaliste. On s'entend rendu là, t'en parles, mais elles, ils ont accepté de le réduire tranquillement, puis ils ont vu que l'accouchement naturel avait parti finalement. Fait qu'elle a fini pas de Pitocin. Tu sais, je suis malade mentale, là. C'est vraiment chouette. Moi, tu sais, j'avais l'impression qu'on me rentrait avec un TGV dans le ventre, là, un train grande vitesse dans le ventre à chaque contraction, puis on me rajoutait... comme on mettait des wagons, tu sais, comme on rajoutait des tonnes. Fait que j'étais comme, je le tolère plus. Fait que, tu sais, peut-être que pour moi, la solution, ça aurait été de réduire le Pitocin, ce qui n'a pas été proposé. Mais l'infirmière a dit, Mélanie, l'anesthésiste, il est en ce moment sur l'étage. Voudrais-tu l'épidurale? Puis là, je dis, ben non. Tu sais, moi, j'étais convaincue que je le ferais encore sans épidurale. Mon premier, c'était une évidence. Puis j'ai dit non. Puis elle a dit, tu sais, Mélanie, là, tu vas tolérer combien de contractions encore comme ça, tu sais? Je dis, je sais pas. Je pense pas que je vais continuer, tu sais. Puis elle me dit, ben, tu sais, comme, la façon qu'elle me l'a apporté, j'ai trouvé que c'était la façon qu'il fallait pour moi. Okay. Parce que j'aurais lutté, puis que dans le fond, moi, au contraire, j'étais à 3,5 quand ils m'ont fait l'épidurale, puis j'avais mon bébé après, là, 6 contractions plus tard. J'étais à 3,5 quand ils m'ont fait l'épidurale. Ils m'ont fait l'épidurale, puis moi, ça a été le lâcher-prise que j'avais besoin pour que mon corps se laisse aller. La contraction après l'épidurale, ça poussait. Puis là, j'arrête pas d'en parler. J'en parle tellement souvent, mais c'est tellement hot de parler de ces accouchements. Ça poussait. Puis là, je dis, elle sait que ça pousse. Là, elle me check, t'es à 3,5, calme tes nerfs. La contraction d'après, ça poussait, puis ça poussait, genre, j'ai poussé, là. Tu sais, comme vraiment, là, là, elle me check, t'es à 3,5, puis tu arrêté. Là, je voyais l'inquiétude de toute l'équipe. Là, le médecin qui rentre en urgence, puis là, la contraction d'après, ça pousse. Mais je pousse, ma fille. Le médecin me check, ben, Calique est rendu à 10. OK. Fait que ton corps, la contraction d'après est née. Fait que tu sais, je sais même pas, l'épidurale, là, tu fais tes effets, mais psychologiquement ça a fait le lâcher prise. Ouais. Pour toute l'anxiété, moi, c'est de l'anxiété, hein, mon défi, puis je suis rendue meilleure, mais j'ai pas guéri, mais
Fait que moi, l'épidurale m'a apporté ça, tu sais. Mais ça a été apporté de la bonne façon, selon moi, dans mon vécu. Ça peut être un magnifique outil, puis il y a des accouchements qui sont scrappés avec la péridurale, il y en a qui sont sauvés avec la péridurale, mais dans tous les cas, comment tu l'amènes fait une grosse différence. Est-ce que c'était vraiment le choix de la personne ou ça l'était pas? Les autres aberrations que j'ai entendues, parce qu'il faut que j'en parle, c'était... Fais-toi le cœur. Oui. C'est le canal vaginal. Il y avait une infirmière qui avait une discussion avec la gynécologue à propos d'une autre patiente dans une autre chambre, puis il y a une infirmière qui est rentrée, elle dit « Excuse-moi de te déranger, c'est parce qu'il y a une telle dans telle chambre, elle veut vraiment venir te voir. » Puis le médecin a dit « tu sais, elle a-tu pris la péri? » Puis l'infirmière a dit non, elle a dit « Attends, je vais aller y parler, puis je vais aller la compter. » Tu sais, comme « Attends, je vais aller m'en occuper. Je vais aller y dire que comme... » M'aller m'occuper d'elle pour qu'elle arrête de nous déranger, puis qu'elle apprenne la péri, puis qu'elle nous saque patience. Comme c'était l'énergie du sous-texte de « Attends, m'aller dire qu'il faut qu'elle apprenne. » J'étais comme « Pardon? Oh, » Pardon? Parce que ce qu'elle avait de besoin, est-ce que c'était peut-être la péridurale, ce qu'elle avait de besoin, mais demandons-lui. Honorons son intelligence de comme, est-ce que c'est l'outil de quoi tu as besoin en ce moment? Puis peut-être qu'elle aurait dit « J'ai besoin de plus avoir mal du tout. » Puis peut-être qu'elle a juste besoin de dire « J'ai besoin de quelqu'un qui me tient la main puis qui me dit que je vais être correct. » Elle a besoin de quelqu'un qui dise qu'elle est capable. Peut-être. Ça se peut que c'est ça qu'elle avait de besoin. C'est pour ça que dans les études scientifiques, on le voit, que quand tu as une accompagnante externe que tu as choisie, ça facilite justement la mise au monde de ton enfant parce que ça diminue les chances de césarienne, d'épidurale. Tu sais, comme vraiment, le portrait est super beau parce que l'accompagnement à l'hôpital va être en fonction de leur vécu puis de leur réalité de gestion. Fait que c'est pas la même chose que quelqu'un qui est one-on-one avec toi, qui est pleinement là pour que tu vives une expérience à tes couleurs. Tu sais, c'est différent vraiment l'approche, là. Puis c'est ça. Puis peut-être que l'épidurale, c'est ce qu'elle avait de besoin, mais comme la médecin, elle y a pas parlé, puis on le sait pas, dans le fond, on n'a pas pris la peine, comme j'avais l'impression qu'elle a... Là, j'ai pas vu le reste de l'échange, c'était dans une autre pièce que ça s'est passé, mais est-ce qu'on a vraiment pris la peine de demander de quoi tu as de besoin, comment tu te sens, puis comment est-ce qu'on peut t'aider? Qu'est-ce que tu attends de nous, puis comment on peut prendre soin de toi. Fait que peut-être que c'était l'épidurale, mais peut-être pas pantoute, mais j'ai l'impression que si ses besoins, c'était autre chose, il allait pas être écouté cette journée-là, mais pas du tout, là. Puis c'est plate parce que, tu sais, c'est ça, les gens nous reprochent souvent quand on parle, qu'on pointe des mauvais moments, qu'on bâche, tu sais, qu'on fait une mauvaise image d'une profession. Tu as donné un bel exemple. Je peux donner un bel exemple après aussi. Bien, c'est ça. On en a des beaux exemples, puis tant mieux. Puis c'est souvent ce que je partage parce que c'est inspirant, puis je trouve que c'est mieux accueilli. Mais c'est quand même important d'être outré par des pratiques qui ne devraient pas avoir lieu d'être. Ouais. Puis c'est pas parce qu'un professionnel agit d'une façon qui est quand même assez violente, parce que c'est quand même agressant, que toutes les autres le font, ou que ça enlève la valeur des personnes qui n'agissent pas comme ça. Ou que cette personne-là est un mauvais professionnel tout le temps. Ça veut, des fois, comme on se remet en question, puis on regarde des affaires qu'on a faites dans notre carrière, puis on est comme, crime, j'aurais pu être plus haute. Ouais. Avec le recul, puis les informations que j'ai maintenant, puis le bagage que j'ai, ça, c'était pas tant correct, tu sais, Puis on a changé, là. Tout le monde fait du mieux qu'il peut avec les cartes qu'ils ont. Fait que cette gynécologue-là, elle avait probablement ces cartes-là dans les mains, puis elle gérait plein de choses. Mais de mon observation, puis de mon jugement de valeur, je pense pas qu'elle a été comme écoutée dans son besoin. Il y avait comme une expression de je vais aller lui imposer, puis j'ai pas trouvé ça correct. Là, on va parler des effets de l'épidurale. Parce que là, on pense souvent que c'est un soulagement qui est complet. Moi, j'ai quand même senti les pressions. J'ai pas senti les mêmes sensations qu'aux autres poussées. Mais j'aimerais ça aussi qu'on parle des effets secondaires qu'on nous dit pas tout le temps par rapport à l'épidurale. Fait que ça, on va pouvoir se relancer parce que chacune de nous, on a, moi, au niveau périnéal, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais te laisser commencer. Dans les trucs plus fréquents qui arrivent, la péridurale vient en package deal avec... si tu n'avais pas déjà du monitoring, tu vas avoir du monitoring, puis maintenant, tu as un soluté. Puis pourquoi le monitoring? Ça vient avec des petites amies pour vérifier si bébé tolère. Parce qu'il pourrait ne pas tolérer. Oui, c'est possible. Peut-être que bébé n'aimera pas l'épidurale, puis que ça va devenir une urgence. Fait que ça vient avec des amis. Genre, la péridurale, elle vient pas toute seule, elle vient aussi avec des amis. Sinon, dans les trucs pas graves, mais que les gens, ça les prend tout le temps par surprise, c'est le epidural shake, le tremblement. J'ai ça, je voulais en parler. Ouais. Hey, j'ai shaké ma fille. J'ai été raquée de la mâchoire d'avoir shaké de la bouche.
Quand le chèque, il part comme le corps au complet, là, comme des feuilles dans un ouragan, là. Puis les gens, ils restent choqués de ça. C'est pas grave, c'est pas dangereux, mais comme crime, quand ça t'arrive puis tu sais pas que c'est normal puis que c'est possible, ça se peut que tu restes bête. Fait que juste de l'annoncer en avance, de comme, hey, si tu prends l'épidurale puis tu te mets à shaker, tout va bien. C'est pas le fun, on peut t'amener des couvertes chauffantes ou te mettre du poids sur toi pour t'aider, mais sache que t'es pas en danger. Comme juste ça. Juste prévenir. Ben moi, je comprenais pas ce qui m'arrivait, puis personne me le disait. Hey, je shakais. Je pensais que j'étais en crise de panique. J'aurais aimé ça, savoir que c'est un effet de la médication. Ça m'aurait calmé. Oui, c'est ça, juste d'avoir la connaissance de quelque chose, même si t'es pas capable de... Même s'il y a rien qui fonctionne, mettons, sur un... OK, ça va te faire shaker, mais on peut rien faire pour le fait que tu shakes. Mais au moins, si tu le sais, tu le digères mieux, puis comme tu disais, tu te mets pas à paniquer en disant comme crime, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je perds le contrôle de mon corps. Juste, OK, ben je tremble, puis c'est pas le fun, mais c'est tout, là. Au moins, tu paniques moins si quelqu'un te le dit d'avance, là. Fait que ça, c'est quand même fréquent. Je trouverais ça bien qu'on en parle plus, parce que souvent, les gens, ils sont comme surpris de ça, de que, OK, qu'est-ce qui m'arrive? Donc, ça va, c'est normal. Ben écoute, c'est rapide, là. C'est bon à savoir, mais ça vient en package. T'as dit monitoring, puis c'était quoi l'autre? Un soluté. Un soluté. Oui, au cas où que la pression baisse pour qu'il puisse redonner au des cas bolus de liquide. Où il donne d'emblée le soluté. Est-ce que d'emblée, tu vas avoir le soluté plugué? Là, je connais pas les protocoles hospitaliers par cœur, mais j'aurais tendance à dire d'emblée. Là, moi, j'aimerais ça qu'on questionne à un moment donné. Il faudrait que je fasse venir une médecin parce que c'est le genre de questions que j'ai. Parce que moi, ce qu'on m'avait dit, c'est justement, vu que la pression descend, pour la remonter, ils utilisent le soluté. Mais l'eau qu'on met pour garder une bonne pression dans notre système, bien, va aussi dans notre bébé. Puis ce que j'avais entendu dire, puis honnêtement, si je dis quelque chose de faux, dites-moi-les pour de vrai. OK? Je pourrais pas couper mais je vais le mettre en gros rouge. Si j'ai menti, je suis vraiment désolée. Puis questionnez vos médecins en cas de doute, mais ça va aussi dans le bébé qui va prendre un certain poids de liquide, puis une fois qu'il naît, bien là, il va perdre ce liquide-là, puis là, on va s'effrayer parce qu'il a perdu beaucoup de poids. Mais c'était finalement le poids de cette soluté-là qui avait été affecté. Moi, c'est quelque chose que j'ai entendu. T'as-tu déjà entendu ça? Moi aussi, je l'ai déjà entendu. Okay. De où? T'en souviens-tu? Parce que je sais pas si on est crédible. Je sais pas non plus. Caroline! Fait qu'on est pas crédible, mais c'est quelque chose qu'on a entendu. On vous lance un fait divers. On vous lance un fait divers. Est-ce un mythe ou la réalité? Mais je trouve ça important parce que la gestion du poids d'un bébé postnatal, c'est très violent. La pression que ça met sur les femmes, le contrôle du poids du bébé, puis sur le sentiment d'être compétente ou non avec l'allaitement, nourrir son enfant. Puis tout, tu sais, moi, je l'ai vu vraiment que c'est devenu très envahissant pour plusieurs, ce poids-là de bébé. Fait que je me dis, crime, si ça provient de l'épidurale, je sais pas si c'est vrai, tu sais. J'ai juste envie de lancer ça dans l'air, puis qu'on voit, tu sais. Une problématique que j'écoutais dans un podcast, puis elle disait les spécialistes de l'accouchement, les spécialistes de l'allaitement et les spécialistes de l'attachement, puisque ne se parlent pas. Fait qu'il n'y a pas de pont qui est fait entre la méthode que tu accouches puis comment ça affecte ton allaitement, puis la méthode que tu accouches, comment ça affecte ton enfant. L'allaitement, comme il n'y a pas de pont qui se font entre le monde. C'est juste comme des trucs isolés, mais c'est pas isolé, là, c'est une grande continuité. Fait que ça se peut que comme ce lien-là est très clair et très évident, mais vu que c'est deux départements différents, ben ils se parlent pas. Non, mais à défaut de meilleurs termes. Mais ça, tu sais, Michel Audin, là, le médecin, puis là, ça, j'ai été invitée à une formation, je sais pas si tu as été invitée. Oui. En tout cas, on va être 60 000 à y aller, je pense. Mais Michel Audin, c'est un médecin, justement, qui a brassé beaucoup les choses. Puis là, il est assez âgé, fait qu'il faut en profiter tandis qu'il est là. Puis lui, c'est ce qu'il dit, là, tu sais, il est vraiment la physiologie, puis faut pas toucher un animal quand il est en train d'accoucher parce qu'il rejette son enfant. Fait que dès qu'on lui enlève ce pouvoir-là de mettre au monde... Puis moi, j'en ai une de mes clientes qui vient de le vivre, ce pouvoir-là, puis c'est une publication que je vais faire bientôt. Elle a perdu les os, partiellement, à midi. Il y a une sage-femme qui est venue chez elle pour vérifier, puis elle a dit, regarde, c'est partiel, ton travail n'a pas de l'air enclenché. Elle est partie. À 1h, elle avait son bébé dans les bras, OK? Fait qu'elle a mis au monde son enfant seul avec son chum. Puis c'était son 3e. Puis elle a tellement... Tu sais, elle était pas comme ailleurs dans le sens perdu. Elle était tellement éveillée puis consciente. Moi, c'est la première fois que quelqu'un me parlait comme ça. Fait que c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Elle était tellement consciente et alerte parce que c'était elle qui était responsable de mettre au monde son enfant. Elle avait cette responsabilité-là. Puis son chum a tellement été un témoin actif qu'il avait aussi
cette charge-là de responsabilité. Ils ont vécu quelque chose qui les a tellement empuissancés. Son chum, là, il était tellement trop plein d'émotions d'avoir vécu ce tourbillon-là ensemble. Il est sorti dehors, puis il a crié comme un enfant joyeux, mais tellement fort. Sa blonde se dit, mon Dieu, c'est ces enfants qui reviennent de l'école. Tu sais, elle était vraiment elle était surprise. Ah, c'est donc bien cute. C'était... Je suis comme tout émue. Ah oui, mais elle me le racontait, puis j'ai pleuré. Là, je vois tes larmes dans les yeux, mais c'était vraiment tellement beau. Puis le sentiment, tu sais, quand on en parlait de force, puis les animaux, c'est ça qui arrive. Eux autres, quand ils sont laissés dans leur pleine puissance, ils vont connecter avec l'enfant. Puis je l'ai déjà vu, moi, puis j'en parle dans mon livre qui va finalement sortir à l'automne prochain. Tu sais, il était dit pour 14 février, quel échec de ma part. Mais il va sortir en automne, puis là, pour celles qui écoutent en rediffusion 2024 qu'on est rendu. Oui. Automne 2024. Les pandas, j'ai déjà vu un reportage sur les pandas, puis la maman est en train d'enfanter, puis ça a pris 36 heures de travail. Puis le gars qui s'est occupé de ce panda-là, je sais même pas comment le dire au féminin, panda, là, en tout cas, cette panda-là, depuis qui était bébé, il est attaché à son panda. Tu sais, c'était son enfant, là. Il s'en occupe tous les jours depuis qu'elle est tout petite, puis il l'aime. Puis là, il la voyait souffrir, puis il était dans une autre pièce avec des caméras, puis il était sur le bout de sa chaise, puis il avait envie d'intervenir. Puis là, il dit à la caméra, je peux pas y aller, parce que si j'interviens pour l'aider, elle va rejeter son bébé, puis il va mourir. Fait que la seule chance que ce bébé-là ou cette maman-là s'en sorte, c'est qu'on fasse rien. Puis moi, ma cliente, ben, c'est ça qu'elle vient de vivre. Je trouve ça beau. Oui. J'ai envie de le partager. On met des belles histoires d'accouchement comme il faut qu'on se dise. Là. Faut qu'on se dise, parce qu'on entend souvent les histoires d'horreur, mais c'est pas parce qu'elle a vécu une histoire comme celle-là que ça serait pas... tu sais, c'était l'accouchement qu'elle avait besoin puis qui a fait du bien, mais pour une autre personne, se faire dire, tu vas accoucher à 1 heure tout seul avec ton chum, puis c'est une histoire d'horreur, là. C'est comme, je veux pas ça, c'est ça, ça m'aurait rendue super anxieuse, comme je me serais sentie abandonnée. Ben oui! Puis elle aurait pu pas vivre pas tout comme ça, mais... Puis sa sage-femme est arrivée entre-temps, puis, tu sais, elle a vu la scène puissante devant elle, elle est restée en arrière. Fait que, tu sais, il y avait quand même tout le matériel, tu sais, je veux dire... Elle était là, ben elle a rien fait finalement. Filet de sécurité, mettons. C'est ça. Puis il y a aussi ça, tu sais, on encense énormément le retour à la nature, puis c'est nécessaire. Un peu comme on encense le retour à l'allaitement, c'est nécessaire parce que les laits maternisés aussi, ça a été mis parce que le lait de la femme n'était pas bien pour nourrir son enfant. Ben oui. Tu sais, il y a une grosse culture d'incompétence de la femme derrière le lait maternisé, puis ça veut pas dire que celles qui donnent du lait maternisé font la mauvaise chose, mais on a un besoin de revenir à cette confiance-là, puis cette compétence-là de la femme, c'est nécessaire dans notre culture, mais puis, c'est ça, ça veut pas dire que si c'est pas ça qui t'arrive, que t'as échoué quelque chose, puis c'est là que c'est difficile, je trouve. On peut célébrer quelque chose sans dénigrer toutes celles qui l'ont pas vécu. Comme ça. Puis je sais plus, c'était... Puis ils l'ont vécu de la bonne façon, pareil. Là, j'ai pas retenu c'était le nom de qui, mais il y a un footballeur connu aux États-Unis qui a écrit sur Twitter... ou X, whatever, la plateforme, les réseaux sociaux, là, ça va être plus large. Sa femme, elle avait eu un accouchement sans péridurale, puis il avait dit « J'étais donc bien fière de ma femme ». Puis il y a eu tellement de critiques puis de commentaires par rapport à ça il a fait une excuse publique. Mais son commentaire, c'était pas « Maudit toutes les femmes qui prenaient pas l'épidurale, vous êtes des faibles, puis vous avez pas réussi, puis ma femme, check là comment elle était hot ». Il était fier de ce que sa femme avait accompli, mais sans dénigrer toutes les autres. Je trouve qu'on peut comme moi aussi... On peut toutes se célébrer entre nous avec toutes nos réalités. On peut célébrer celles qui réussissent un accomplissement, puis un autre à côté qui a un autre accomplissement différent. Puis c'est pas parce qu'on célèbre une que ce que tu as fait, c'était pas correct ou que tu as manqué quelque chose ou que tu as été moins bonne. Je pense qu'il faut être moins susceptible. Je pense que ce serait un bon résumé. Tu sais, comme avec Cindy Pétrieux, je sais pas si tu as écouté les épisodes, mais il y en a un qu'on parlait de charge mentale. Puis un des commentaires qui est arrivé, c'est « Arrêtez donc de vous plaindre. Moi, je lis la charge mentale puis je chiale pas comme vous autres. » Puis, tu sais, mon commentaire, ça a été... Ben, tant mieux si tu le vis bien, puis honnêtement, mais ça veut pas dire si nous, on le vit mal qu'on doit se taire. Fait que, tu sais, laissons les gens parler de leur expérience, de leur vécu, de leurs croyances, sans que ça vienne dire que les nôtres sont invalides. Puis ça, je trouve ça triste, parce qu'on le voit beaucoup aussi avec les générations. Par exemple, les grands-parents, ils ont de la misère quand ils nous voient agir d'une autre façon avec les enfants. Ils vont le prendre très personnel, puis ils vont essayer d'imposer une façon de faire parce qu'ils sont choqués qu'on fasse autrement, parce que pour eux, ça, là, j'interprète de mes yeux, mais c'est comme s'ils voyaient comme si on les invalidait de faire autrement. Puis moi, je me dis, tu sais, on fait autrement parce qu'on est d'autres personnes, puis ça allait évoluer, puis on s'ajuste. Pourquoi qu'on n'est pas juste fiers de voir cette diversité-là, puis qu'on doit tout prendre personnel? Tu sais, gros questionnement là, que j'ai envie de lancer dans l'univers. Mais c'est ça, mais comment...
tu sais, celle qui réussit, tu sais, qui a un accouchement, comme, peu importe, moi, ta victoire, cherche-la où tu veux, puis je vais te célébrer tout le temps, là. J'ai quelqu'un qui me dit, écoute, je veux un épidural, puis je suis comme, je l'encense aussi, là, je suis comme, good job, c'est ça que t'as besoin, c'est le choix que t'as pris, tu reprends ton pouvoir, comme j'étais avec toi, puis let's go, je suis pas en train de dire, ah, mon Dieu, que t'es une nounoune de prendre la péridurale, puis comme, puis ça peut être fait pour plein d'autres choses aussi, là, mais peu importe le choix que tu prends, c'est le bon. Surtout si on t'a donné toutes les informations avant. C'est surtout si on a eu toutes les infos. Parce qu'avec les péridurales, oui. Puis qu'on te laisse choisir aussi, puis qu'on n'assume pas. Ça, c'est quelque chose que je trouve triste d'assumer que... comme j'avais quelqu'un qui me racontait, elle a eu 2 césariennes, puis pendant tout son suivi de sa troisième grossesse, tout le monde, son gynécologue, qui était fou gentil, qu'elle aimait beaucoup, a assumé qu'elle allait avoir une autre césarienne. Puis elle, de son côté, elle a assumé qu'elle allait tenter un accouchement vaginal, mais aucune des deux a confirmé son ressenti. Fait que la gynéco, elle a assumé que, ben c'est sûr que tu as eu 2 césariennes, tu vas en vouloir une troisième. Mais pas nécessairement. C'est toi ce que tu choisirais, mais prenons la peine de se poser des questions comme voici les chiffres, voici les données, voici les faits, les effets positifs, les risques, les avantages. Toi, maintenant que tu as tout ça sous les yeux, c'est quoi que tu préfères? Puis ça se peut que la personne fasse un choix qu'on ne comprenne pas en tout. Puis on se dise, mettons, pour tenter un AVAC, comme pas vrai, tu as 0,2 % de chance de rupture utérine, puis tu vas aller en césarienne planifiée parce que tu as peur d'une rupture utérine. Mais peut-être que pour elle, 0,2, c'est too much. Puis c'est correct. Peut-être que ce risque-là, pour elle, est même pas une discussion. Elle ne veut pas risquer ça. C'est déjà trop pour elle. Puis une autre qui aurait une césarienne hantée, qui aurait un 12 % de chance de rupture utérine, peut-être que pour elle, c'est encore un risque raisonnable. Puis le 12 % s'en fout. Ben pas qu'elle s'en fout, mais elle est prête à prendre ce risque-là, puis c'est correct. Puis pour plein d'autres mondes, c'est comme, ben voyons donc, t'es folle. Comme il n'y a personne qui est fou, là. Tout le monde est sain d'esprit, mais donnons toutes les données à tout le monde. Puis après ça, comme on se retire, on les laisse prendre leur choix. Puis après ça, on les back up. Bon, c'est ça. On est là, on les laisse, en soutien. Oui, peu importe ce que tu choisis, je te soutiens. Puis c'était le bon choix. Oui, parce que c'est le tien. Puis on va quand même dire les effets secondaires parce que, tu sais, moi, quand on m'a donné la feuille pour l'épidural, c'était pas dans un moment que je savais les effets secondaires, puis c'était pas dans un moment que je pouvais lire et comprendre non plus. Non plus. Idéalement, c'est fait avant, là, c'est sûr. Fait qu'idéalement, c'est le fun d'avoir la feuille des risques de l'épidural pour vraiment savoir le jour J, même si tu veux pas la prendre, tu le sais d'avance, parce que, tu sais, tu peux geler jusqu'à la tête, là, tu sais, tu peux vraiment être... ça peut te droguer aussi, tu peux tu peux avoir de la misère avec tes jambes, ça peut infecter, des fois, ça peut aller dans ton liquide puis faire des infections dans ta colonne. Tu peux faire un syndrome de ponction. Ils disent que ça arrive pas souvent, mais moi, ça m'est arrivé un syndrome de ponction que le trou de mon liquide céphalorachidien coulait dans mon trou qui avait été fait, puis il a fallu qu'on fasse une opération pour me le colmater avec du sang. Fait qu'on m'a shooté du sang pour fermer mon trou, faire une cicatrice. Fait qu'il y a plein de petites choses comme ça que je trouve qu'on sait pas, mais qui sont... Puis tu sais, qu'est-ce que ça fait quand ton liquide coule en dehors de... C'est comme si tu te déshydrates d'un coup. Fait que dès que tu te verticalises, ça coule. Fait que c'est comme si ton cerveau devenait sec, t'es dans le désert depuis une semaine puis t'es à 2 doigts de mourir. C'est une souffrance vraiment grande. Il y en a qui vomissent. Puis moi, la douleur était tellement grande, je pouvais même pas me lever pour aller uriner. Là. C'était vraiment pénible. Fait que c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'on sache. Là. Tu sais, ça peut arriver, même si ça arrive pas souvent. Mm-hmm. Est-ce que j'aurais pas pris l'épidural sachant ça? Je pense que je l'aurais pris quand même. Ouais. Mais sachant que ça me l'a fait, je l'aurais su, tu sais, je l'aurais moins subi, mettons. Ouais. Tu sais, c'est quand même intéressant de se questionner. Fait qu'il y a une liste comme ça qui existe là, avec votre médecin que vous pouvez demander d'avance, là. Puis il y a des trucs comme, tu sais, tu parlais tantôt que pour le plancher pelvien, tu sais, un plancher pelvien, quand tu accouches, tu veux pas qu'il soit tout relâché, tu veux pas qu'il soit tout tendu non plus. Il y a comme une espèce de danse entre les deux, puis là, ça, c'est ton domaine encore plus, là. J'en ai fait une formation de poncture de plancher pelvien, fait qu'on a... Mais c'est ton expertise plus, là, mais il faut pas qu'il soit tout trop relâché, puis tout trop tendu non plus. Puis là, il y a une chercheuse... qui avait trouvé que l'épidural, elle relâchait trop le plancher pelvien. Fait que les bébés, quand ils faisaient leur chemin à travers le bassin, ne rencontraient pas une tension qui les aidait à se tourner. Donc, il y avait une plus grande propension à avoir des bébés en postérieur, en acyclintique, ou parce qu'il n'y avait plus de tension dans le plancher pelvien. Fait qu'il n'y avait pas ce petit mur légèrement tendu qui les forçait à
se placer. Okay. Personne ne m'a jamais dit ça, mais c'est tellement logique. C'est comme tousser, par exemple. Si tu veux réussir à sortir l'air de tes poumons, il faut que tu aies une résistance sur laquelle tes poumons s'appuient pour pouvoir ressortir l'air. Fait qu'effectivement, je trouve ça super logique que ton bébé ait besoin finalement d'un guide pour sa sortie. Un peu comme quand on fait caca, si tout est relâché, même au niveau de nos intestins ont besoin de se contracter pour guider. Fait que j'ai une certaine forme de résistance, oui. Puis là, ça m'amène à l'épisiotomie où est-ce qu'on vient couper la peau pour l'éviter de déchirer. Ce qui a été reconnu scientifiquement, c'est que justement, cette résistance-là était tellement plus là qu'on avait plus de chances de faire des lésions de nos sphincters qui perdurent dans le temps après. Okay. Fait que tu sais, c'est le fun de savoir un peu cette mécanique-là, puis de... Mais ça peut être, tu sais, quand on remet encore une fois, quand on met les informations dans les mains de quelqu'un, si quelqu'un a un bébé en postérieur, puis ça a été vraiment difficile, puis après, tu peux lui dire, bien, ça se peut que l'épidurale augmente tes risques d'avoir un bébé en postérieur. Peut-être qu'au moment où est-ce qu'elle se fait proposer l'épidurale, elle va prendre un choix différent. Peut-être pas, peut-être que oui, mais après, c'est OK, je peux pas prédire le futur. Tu ne sais jamais d'avance qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui va pas se passer. Mais avec les informations que tu as là, bien, au moins, tu fais... un choix qui te ressemble. Ah, j'aime ça. J'aime ça parce que je suis beaucoup de gens radicaux sur les réseaux sociaux, puis c'est malaisant un peu parce que justement, c'est cette espèce de confiance-là au choix éclairé qui manque, je trouve, quand on est trop radicaux aussi. Puis moi, j'ai été très radicale. Enceinte de mon 4e, surtout, j'étais hyper enragée. J'étais tellement en colère que ça sortit de façon très radicale. Puis je comprends plus de choses si on grandit aussi là-dedans. Fait que je change beaucoup ma façon d'adresser les choses. J'étais pas comme ça quand je parlais d'épidurale à Laval. Tu sais, j'étais vraiment... Je voyais juste le mal en ça. Mais c'est ça. Je trouve ça intéressant là, qu'on vienne questionner. Puis là, avant que ça finisse, parce que je vois le temps passer, c'est notre plus long, celle-là. Mais tu sais, on chill un peu. Oui, là. On avait du temps, fait qu'on l'a pris. On l'a pris. L'autre chose que je voulais qu'on parle, c'est le stripping. Parce que le stripping est tellement, des fois, fait sans consentement, sans avertir la personne. Puis il y a des conséquences liées au stripping qu'on ne partage pas. Fait que je veux absolument qu'on en parle. Le stripping, c'est quoi? C'est le décollement des membranes. Fait qu'avec le doigt à l'intérieur du col, on vient essayer de décoller la petite poche de bébé par rapport au col. Là, je le dis tellement, tu sais, comme je suis pas médecin, là, je l'ai bien résumé, je pense, là, globalement. Oui. Bon. Ah oui, ça ressemble à ça. Mais je suis pas médecin non plus, mais je te dis oui en hochant la tête. Fait que là, ça vient créer une espèce de réaction qui peut faire en sorte là, de faciliter un déclenchement là, de l'accouchement. Ouais. Puis ça peut être intéressant. Puis là, je peux te laisser aller. Vas-y à d'instinct, puis j'irai compléter avec mes choses. J'ai donné une formation des acupuncteurs en octobre. Puis là, je me suis dit, OK, il faut que je sois à jour sur tout ce que je dis. Fait que je me suis mis à lire comme une perdue sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis le processus de maturation du col par la prostaglandine, comme m'a beaucoup intéressée. La prostaglandine, qui est comme une hormone qui va aller genre... parce que le col, toute sa grossesse, on lui dit reste fermé, reste fermé, reste fermé. Puis à un moment donné, il faut qu'il fasse l'inverse. Fait qu'il faut qu'il se dégrade, qu'il mûrisse, puis qu'il s'ouvre. Puis le décollement des membranes, c'est ça que ça cherche à faire, c'est de créer un impact local pour faire une production de prostaglandine locale dans le col pour faire mûrir celui-ci. Puis des fois, la prostaglandine peut partir un effet en chaîne qui donne des contractions. Fait qu'on a un peu comme la tête de bébé qui va appuyer dans le col, va aussi faire maturer le col. Même chose que le ballonnet, qui est un ballon qu'on rentre intravaginal, qui va être gonflé pour imiter la tête de bébé qui pèse sur le col. Fait que n'importe quoi de tactile qui va manipuler le col va aider la sécrétion de prostaglandine. Puis il va peut-être mettre en marche l'accouchement. Fait que le décollement des membranes, c'est ça que ça fait. C'est le but ciblé. C'est le but ciblé. Oui. Puis souvent, il va être proposé aux femmes de 38 semaines. Dès que c'est possible de le faire. J'ai vu des 37 aussi. Tu as vu des 37. Oui. Fait que là, il y a des critères. Tu sais, il faut que la tête soit fixée, je pense, ou qu'il y ait un début de dilatation. Oui. Il y a comme des critères qu'il faut que tu coches, mais là, moi, je pourrais pas dire c'est quoi tout, là. Mais qui ont été proposés très tôt. Puis ce que je pense, en tout cas, moi, de ce que j'ai lu dans les études, c'est qu'un accouchement, ça déclenche aussi parce que bébé est prêt, puis envoie des messages à la mère qui est réceptive à ces messages-là. Fait que, tu sais, d'un côté, ça prend un bébé prêt
et une maman qui est réceptive à ce bébé prêt-là pour que ça se déclenche. Puis souvent, quand on vient forcer d'une autre façon, en tout cas, moi, c'est ma croyance, c'est qu'on vient parfois créer des travails très longs, des latences très longues où est-ce qu'il n'y a rien qui se passe finalement, mais tu es tellement épuisé après 3-4 jours de contraction qui étaient douloureuses, même si qui ne faisaient pas faire en sorte que c'était là que ça se passait. Ben c'est des mamans épuisées qui vont demander le pitocin, qui vont demander l'épidurale ou qui, tu sais, sont vraiment à bout. Fait que, tu sais, ça, c'est un risque, je trouve, avec le stripping qui n'est pas beaucoup partagé. Je trouve pas qu'on le dit souvent, que ça peut te rallonger un travail ou te faire entrer en latence longtemps avant qu'il y ait de quoi qui se passe. Ça veut pas dire que ça va le faire, mais c'est ça peut être un risque. Puis c'est ça. Mais chaque intervention, même une intervention mécanique, est une intervention. Puis après, il y a des interventions positives. Moi, je considère qu'une doula qui rentre dans une pièce, c'est une intervention. Des fois, ça va aider l'accouchement, des fois non. Eh bien, on espère que oui, parce qu'elle est engagée pour ça. Mais même une personne est une intervention. Tout ce qui est mis d'extérieur à la femme. Sortir de chez soi pendant qu'on accouche pour aller ailleurs, c'est une intervention. Donc, qui ralentit le travail, c'est reconnu scientifiquement. Fait que le stripping est une intervention qui vient avec des risques. Puis après, c'est de peser dans ta balance personnelle de valeur. Est-ce que les risques valent les bénéfices? Puis les bénéfices, ça veut pas dire qu'ils vont être là comme les risques. Ça se peut que tu les ailles pas non plus, là. Ça se peut que ton stripping, il fasse rien, ni positif ni négatif. Ça se peut qu'il fasse du positif puis pas de négatif. Ça se peut qu'il fasse du négatif puis pas de positif. C'est ça. Ouais. Puis moi, j'en ai eu beaucoup de stripping parce que j'ai tout le temps vu que je suis une grosse personne puis que je fais mon diabète. Puis là, on me menaçait toujours de me provoquer. Puis moi, c'est quelque chose que je ne veux plus jamais revivre. Je l'ai vécu une fois. Puis personnellement, c'est pas quelque chose que je peux revivre. OK? Puis il y en a qui ne jurent que par ça, là, de contrôler. Tu sais, il y a des choses que ça amène d'être provoqué, là. Tu sais, la date, tu peux faire garder, tu sais, comme il y a un côté de contrôle qui aide, que moi, c'était l'inverse. Ça faisait pas ça, là, moi, de la provocation. Fait que je sais même plus où je m'en allais avec ça. Fait que c'est ça, le stripping, pour moi, versus être provoqué au pitocin, c'était comme mieux pour moi. Oui, c'est ça. Ça peut être une super bonne réflexion de comme là, j'ai une intervention qui peut peut-être m'en sauver une autre que j'aime moins que celle-là. C'est ça. Et pour peu importe la raison, là, il n'y a pas de, comme je disais, pas de bon mauvais choix. Mais oui, il y a des effets secondaires. C'est là que je trouve qu'on devrait parler plus pour le stripping, c'est qu'il y a une chance de rupture des membranes. Comme puis une sur 9. J'ai l'impression, moi... C'est 1 sur 9 ou 1 sur 10. Là. J'ai vécu un stripping que j'ai l'impression que l'intention, c'était de me rompre les membranes. Ah, mais ça, c'est vraiment pas correct. Il y a une fois que je suis allée faire une écho à mon garçon, tu sais, je disais, j'ai pas fait d'écho, je les ai refusées. J'en ai accepté une parce que là, l'affaire, c'est que moi, j'allais mettre au monde mon enfant sans assistance. C'était ce qui était prévu. Okay. Puis une de mes amies dans mon groupe a mis son bébé au monde sans assistance avant moi. Puis la DPJ a débarqué, ils sont venus à 3 heures du matin, ils ont pris le bébé, il a fait, tu sais, un drame. Puis j'étais en fin de grossesse, j'étais à quelques jours d'accoucher, j'ai vraiment paniqué. Puis il y a une gynéco qui m'a dit, va faire une écho. Puis là, dans ma tête, je me suis dit, si je la refuse, j'ai l'impression que la DPJ va débarquer comme mon ami si, mettons, il arrive de quoi, tu sais. Puis il n'y a rien arrivé à cette personne-là. En plus, son bébé était top shape. Fait que j'ai vraiment eu la panique de cette institution-là, tu sais. Fait que j'ai pris l'écho, mais je l'ai dit, tu checkes qu'est-ce que tu veux checker. Puis je pense que c'était... Qu'est-ce qu'elle voulait checker déjà? C'était pas le poids. J'ai dit, tu checkes surtout pas le poids. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'elle voulait checker, mais j'étais vraiment stressée. Oh, le placenta était où? Elle voulait checker si le placenta était proche de mon col. Je dis, mais je suis pleine de contractions, j'ai jamais saigné, mais comme là, c'est la panique. Fait qu'ils ont mesuré mon placenta était où par rapport à mon col, puis c'était correct. Puis j'étais en contraction, parce que je suis tout le temps en contraction quand je suis enceinte. Puis j'étais tellement en contraction qu'elle dit, je vais vérifier, parce que si t'es à 4, je te laisse pas partir, tu sais. Elle m'a checké, puis en checkant, elle a tellement fait le toucher vaginal violent, j'ai eu l'impression qu'elle essayait d'atteindre ma gorge, là. Puis ça m'a vraiment fait mal. Fait que là, tu sais, comme, lâche-moi, j'ai reculé sa table, tout, puis là, je suis partie, tu sais. Jamais ma sage-femme m'a fait mal dans un toucher vaginal, là. Jamais, OK? Jamais, jamais. Fait que par après, j'ai eu l'impression qu'elle a essayé de rompre mes membranes pour m'obliger à coucher ce jour-là, là-bas. Ouais, mais ça, c'est méchant, là. Non, mais c'est la croyance que j'ai, puis j'ai pas l'impression que je me trompe. OK. Mais c'est ça, fait que... Mais des fois, tu sais, c'est non volontaire, là. C'est juste un effet, comme une possibilité quand tu vas jouer dans une membrane, ça se peut qu'il y ait rupture. Puis ça se peut que le corps n'était pas tout à fait prêt à accoucher encore. Fait qu'après, ben, on s'enligne probablement vers un accouchement qui va être provoqué. Ben, pas nécessairement, là, non plus, là. Fait que... Mais c'est quand même rupturer les membranes, ton accouchement, il start là, que ça te tente ou que ça te tente pas, que ton corps était prêt ou non. Peut-être qu'il était prêt, peut-être pas. Ton corps est bébé. Ton corps est bébé, là. J'ai inclus un bébé là-dedans. C'est là que ça part. T'es comme...
Bien, tu as toujours le choix. Tu pourrais t'en retourner chez vous. Mais c'est pas ça qui va être conseillé pantoute, là. Puis là, on ouvre encore plein de portes, là. Genre, Parce que c'est une pression qui est violente quand même, là. Fait que moi, comme dans mon cas, comme risquer de me faire rupturer mes membranes puis commencer l'accouchement. Puis tu as un deadline sur ton accouchement aussi de... Tu peux pas avoir des membranes rupturées pendant, genre, 3 jours, là. Il faut que l'accouchement procède dans un délai qui est pas le même dépendant du lieu d'accouchement. Comme c'est pas un risque que j'aurais été prête à prendre, à moins d'être la veille d'une provocation. C'est ça. Ou est-ce que de toute façon, que mon corps était prêt ou non, ça se passe aujourd'hui ou demain, j'aime autant mieux que ça se starte à soir. Mais avec un décollement des membranes. En théorie, on serait pas obligé. Puis tu sais, moi... Oui, aussi. On me fait croire que c'était obligatoire. Puis même à mon 3e que j'ai eu chez moi en éternuant, tu sais, vraiment la belle histoire, là, c'était la veille d'une provocation à 39,2 parce que vu que je faisais du diabète de grossesse, on ne laissait plus dépasser. Mais moi, mes 2 autres d'avant, il n'y avait jamais été question qu'on provoque à 39 à cause du diabète. C'était comme une nouvelle recommandation. Puis moi, j'ai refusé 3 fois les provocations. Puis on me le reprochait, tu sais, d'une façon tellement culpabilisante, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Mais après, c'est de présenter les risques à la personne. Voici ce qui peut se passer si tu provoques. Voici les risques pour bébé. Voici les avantages si on te provoque. Puis comme, après, qu'est-ce que tu veux? Ça, on me l'a jamais fait, mais ça. c'est ça. Faudrait que ça soit moi, fait tout le temps. T'es obligé, là. Puis là, j'étais à 39,2. Puis si je le faisais pas, tu sais, comme un peu menaçant, puis je suis comme, je m'en fous que ce soit ta recommandation, tu sais. Dis-moi pourquoi. Oui. Tu sais, ça... Oui, mais c'est ça. Explique-moi. Ça revient à mon message du début. Honore mon intelligence, s'il te plaît, puis explique-moi, puis... Si t'as pas les données, va les chercher puis ramène-moi-les. Fait comme... C'est ça, c'est pas pire. C'est un résumé que j'apprécie. Oui. Mais fait que le stripping nowhere, puis c'est comme, passe-y. Sarah Buckley, qui est une recherche en physiologie de l'accouchement, qui sont en train, avec son équipe, de faire une recherche sur le décollement des membranes, l'effet que ça a sur l'accouchement puis sur le bébé après, dans son développement. Je suis comme, j'ai hâte que ça sorte. Il n'y a rien de ça. Tu sais, c'est pas sorti encore, mais ils sont en train de le faire. Puis comme, j'ai vraiment hâte de voir leurs conclusions. OK. Puis une autre étude, moi, que j'attends avec impatience, c'est comment qu'on accouche, l'effet sur l'allaitement. Je sais qu'il y en a déjà eu plusieurs, mais il y en a une grosse en ce moment qui est en train de se faire. J'ai vraiment hâte de savoir. Mais tout est lié, là. C'est un continuum. Tout ce que tu fais a des impacts positifs ou négatifs sur tout le reste. Puis là, je vois le temps qui passe. J'aurais un message à finir aux gens. C'est que des fois, il y a du monde qui font... mettons un choix franc, là, je reprends encore un exemple parce que c'est plus proche de ce que j'ai vécu. Tu as eu une césarienne, tu retombes enceinte, tu as le choix d'aller en césarienne encore ou de tenter un AVAC avec du support qui peut varier d'un bord ou de l'autre, mais tu as le choix. Mettons que tu prends le mauvais choix, parce que ça arrive qu'on prend le mauvais choix. Quelqu'un qui s'en va en AVAC, finalement, déchirure 4e degré, puis c'est vraiment horrible, puis elle n'a pas aimé son expérience, ou quelqu'un qui s'en va en césarienne planifiée, puis ça se passe très mal, puis la première césarienne était le fun, mais la deuxième, horrible, récupération difficile, puis là, t'es comme, crime, j'ai fait le mauvais choix, j'aurais choisi l'autre, puis je me serais évité ça, mais je veux juste que, donnez-vous de l'amour, puis envers vous-même, parce que vous ne le saviez pas qu'est-ce qui allait arriver. Comme tu n'avais pas de boule de cristal pour deviner qu'est-ce qui s'en venait. Fait que le choix, quand tu l'as fait comme sans savoir la finalité. Fait que c'est sûr que maintenant que la finalité est arrivée, c'est facile de se juger puis se dire « Crime, je suis donc bien conne, j'ai fait le mauvais choix. J'aurais dû écouter mon chum, j'aurais dû écouter mon médecin, j'aurais dû écouter ma mère, j'aurais dû, genre, me faire confiance. Ma première idée était la bonne. » Fait comme, t'as fait le choix que t'avais sans connaître la finalité. Une fois qu'il est fait puis que t'es devant comme quelque chose de pas le fun, c'est facile de juger. Mais comme crime, tu ne savais pas ce qui s'en venait. Tu as fait le meilleur choix pour toi avec les informations que tu avais, puis c'était correct. Comme, soyez pas difficile envers vous-même. Moi, je pense, même si tu as fait une décision puis que le bordel a pogné, là, tu découvrais des choses extrêmes quand même, je pense quand même que c'était de cette façon-là qu'il fallait que ça se passe. Peut-être. Parce que peut-être que de l'autre façon, ça aurait été encore pire. On le sait pas, là. Sait pas. C'est ça. On peut pas le savoir. Ouais. Mais moi, je trouve ça important, ça, de valider, hein, parce que c'est une forme de deuil quand même, c'est traumatisant, puis c'est pas très validé dans notre culture, les traumatismes liés à l'enfantement, mais je trouve ça important, tu sais, comme entourage, de le valider, mais effectivement, tu sais, de se le faire dire, je pense que c'est important, fait que merci de l'avoir dit. Si tu as fait un choix que finalement tu regrettes, ben t'es pas nounoune, comme, c'est pas... En fait, c'est ça que ton corps te disait de faire. Ben, c'est parce que c'était ça qu'il fallait. C'est la décision que tu as prise à ce moment-là avec les informations que tu avais. Fait que donne-toi de l'amour puis de la grâce, là, parce que comme tu ne savais pas ce qui allait arriver. Fait que... Puis on peut pas prédire à rien. Non, il n'y a personne qui a de boule de cristal. Mais écoute, Rebecca,
Je te remercie pour ces beaux épisodes. Je sais même plus combien qu'on en a fait. Je pense que c'est le 5e. Torieux, hein? C'est... Wow! On est efficace. Je te remercie pour ce temps loin de ta famille que tu as pris à mes côtés pour venir partager tout ce que tu avais à partager. J'ai vraiment hâte de voir les répercussions de ces podcasts-là. Puis le sujet qu'on a ouvert, finalement, comme on aurait pu en parler pendant une journée entière. Celui-là, ben, on n'a pas fini. Là. On n'a pas parlé d'épisio, on n'a pas parlé de forceps, on n'a pas parlé de rupture des os. Même l'épidurale aurait pu être nuancé comme encore plus. Puis, tu sais, c'est des gros dossiers qui a plein de choses, mais au moins comme en termes de consentement éclairé, ben, genre, si vous avez pas les informations pour faire votre choix puis que vous en voulez plus, exigez-les, crime, comme il existe ces informations-là. Puis c'est pas nécessairement votre job d'aller les chercher non plus, là. Fait que si vous êtes pas sûr de la patente puis que vous avez besoin de plus d'infos, allez les chercher, demandez-les. Comme tu dis, genre, comme pour l'opération de ta fille, c'est quoi les risques? Il y en a pas. Ceci me semble louche, monsieur. Peux-tu pour vrai me sortir les risques? Puis après, moi, je prendrai une décision si c'est correct ou c'est pas correct. Exactement. Puis dans un médecin sur les réseaux qui prône le consentement éclairé, qui fait beaucoup d'éducation, justement, que j'aime beaucoup, mais tu me demandes le nom, je ne sais pas, mais je peux vous le dire si vous me le demandez plus tard, là. Mais c'est ce qu'il dit. Il dit, OK, tu sais, par exemple, c'est un cardiologue, lui, puis il dit, ton médecin t'a dit que tes palpitations, c'était de l'anxiété. Bien, tu lui demandes, quel test t'as fait pour pouvoir dire ça? Oui. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, l'anxiété, et qu'est-ce que tu as fait pour éliminer les autres raisons? Tu sais, c'est comme... Mais moi, sur le coup, à chaque fois que je vis quelque chose, c'est plus tard que je réalise, là. Fait que je suis pas la meilleure sur le coup, mais je trouvais ça intéressant de transmettre ces petites phrases-là parce que ça l'oblige à nous dire, finalement, Puis tout. aussi, l'autre question, est-ce que j'ai d'autres options? C'est quoi mes autres options? Parce que souvent, il y en a plein d'autres options, puis ça m'arrive avec mes clientes que j'ai en clinique. Je leur demande tout le temps leur autre accouchement, comment il s'est passé. Puis des fois, ils me disent, telle affaire, j'ai vraiment pas aimé ça. Puis je suis comme, mais dont tu proposais telle autre affaire, t'aurais pu l'avoir. Il y a plein d'hôpitaux qui le font. Puis elle était comme, pour vrai. Puis ils sont fâchés. Ils sont comme, personne m'a dit que je pouvais faire ça. Je suis comme, ben oui, à tel hôpital, c'est de routine. Puis de base, c'est ça que t'aurais eu. Fait que c'est pas nécessairement des gros... des grosses décisions, mais des fois, des petites affaires, genre, comme, t'aurais pu avoir une option différente, puis pour toi, ça aurait vraiment été important que tu l'aies. C'est une reprise de pouvoir. Ouais. C'est toi, le centre, là. Tu sais, c'est pas... La pyramide, là, la personne qui accouche, là, il faut qu'elle soit en haut. Exactement. Fait que c'est un revers un peu. Puis après ça, les autres, tous les professionnels, on est là pour la servir. Puis l'outiller, on est des servantes. Puis c'est correct qu'elle n'aille pas... Il y a des expertises qui sont super importantes. Là, moi, je me serais pas fait ma chirurgie moi-même. Quand j'ai besoin d'une césarienne, j'aurais pas été... Oui, c'est pas très sûr. Parce que moi, j'étais en train de penser à faire la vasectomie de mon chum moi-même. Peut-être plus game que moi. J'aurais été le chercher, mon bébé, pendant la chirurgie, si j'avais eu l'option. Ça, c'est beau, ça. J'aurais aimé ça. Ça, j'en parle souvent parce qu'on le voit de plus en plus dans des hôpitaux qu'au lieu d'attacher la fille en croix, là, elle vient chercher son bébé en césarienne. Fait qu'il y a des expertises qui sont vraiment super légitimes puis qui sont importantes. Puis quand les gens te donnent un conseil, c'est qu'ils ont eu des centaines d'heures cliniques, d'études avant, fait qu'ils t'amènent quelque chose pour pas que tu aies besoin de faire ces recherches-là. Parce que tout le monde peut pas faire des recherches sur tout. Mais quand même, la pyramide devrait être comme, on est là pour te servir. Il y a quand même une obligation de transmettre l'information, parce qu'au bout du compte, c'est le pouvoir est dans notre cliente, tu sais. Fait que c'est une belle conclusion. Cool, tant mieux. Merci Rebecca d'avoir été plaisir. là. Merci les filles.